Lorsqu'Antoine eut 2 ans, son père fut envoyé à Dirinon. Il suivait l'étirement et l'allongement de la ligne de Paris à Brest par la côte sud de Bretagne. Dans ce temps-là déjà, des papiers à en-tête, mystérieux comme des connaissements maritimes, des feuilles de déplacement de soldats, lançaient des hommes le long des voies ferrées conformément aux exigences du trafic et aux règles difficiles à saisir de l'avancement et des changements de résidence. Jean-Pierre Bloyer, comme ses camarades de travail, pensait sans cesse aux régions inaccessibles d'où partaient les ordres qui dirigeaient son destin. Il vivait, comme eux, des jours soumis aux fantaisies d'une voie de communication et de ses maîtres. Ils étaient comme des boules enfilées sur un long fil d'acier que lançaient et relançaient les volontés lointaines d'un inspecteur, d'un sous-chef de l'exploitation. Pour Jean-Pierre Bloyer, pour Antoine plus tard, Pontchâteau fut, entre toutes les villes, la ville du kilomètre 424, Dirinon, le village du kilomètre 759. Mais à Dirinon, Antoine est encore éloigné par bien des années du jeu que les cheminots jouent. Les voies ferrées ne sont pour lui que la piste d'un monstre terrifiant. Quand les trains passent comme des dragons, il enfouit son visage dans le tablier de sa mère et crie de peur. Il commence à vagabonder sur ses jambes incertaines. Ce pays, enfermé au fond des hauteurs de la rade de Brest, est une contrée verte et clair-obscure, pénétrée doucement par les estuaires que tachent des bancs de vases herbeux et arrondis comme des gouttes de cire sur l'eau. C'est un séjour autrefois choisi par des personnages miraculeux. Tout le Finistère est habité par les miracles. Il dissimule sous des bocqueteaux des fontaines guérisseuses et prophétiques où les filles courent lire leur avenir et l'histoire de leurs amours. Des rochers portent des empreintes de genoux gravées dans le granit par le poids des saintes en prière, et les creux gravés par le corps des saints nouveau-nés pour qui le granit se faisait plume et laine. On découvre les auges de pierre qui ont flotté sur les eaux de la mer pour amener d'Irlande les apôtres de la nouvelle foi. Des chapelles poussent sous les arbres avec la grande patience des lichens jaunes et des mousses. Les fontaines, les sanctuaires émoussés, les sentiers bordés d'épines noires et de mûriers sont consacrés aux maladies enfantines. Sainte Nonne, Sainte Divie président à la première croissance des enfants et guérissent le mal de Divie qui a pour signe une tache bleue sur le front. Toutes les puissances de l'ancienne magie circulent sur les rivières du vent. Marie Bloyer n'est pas en vain la petite fille d'un sorcier qui savait jeter les sorts et tarir les laits des vaches et des femmes. Elle croit à l'opération des miracles, au secret des sorciers et des prêtres, et elle trempe son fils, les mois d'été, dans les bassins de pierre des dieux païens mal déguisés en saints de Rome. Elle lui fait boire les eaux glacées des fontaines, et l'assoit sur les pierres de Divie. Antoine joue au bord des eaux froides de l'étang de Roiselay. Il croit Dru, il se prépare au corps paysan qui est celui de sa lignée. Rien n'ébranle si loin, à l'extrémité de la longue terre européenne, de ce petit doigt de l'Asie, la paix de la campagne et la paix de l'enfance. Les saisons tournent, les pommes tombent dans l'herbe, on tue les cochons et leurs cris percent l'automne, les orages éclatent, les huttes rouges du blé noir montent dans les champs, les chars de foin rentrent sous le portail des fermes, les blés s'abattent, les trains passent, les enfants jouent, les filles se marient. À Paris, à Lyon, à Marseille, tournoient les dernières années de l'Empire. À Paris tombent les obus du siège. À Paris, la Commune tient la ville. Ses combattants sont massacrés par les soldats de l'ordre. Des hommes sont fusillés, d'autres partent en exil. Monsieur Adolphe Thiers parle, Monsieur Jules Simon parle, le maréchal passe des revues et son portrait paraît dans la cuisine des fermes avec un grand cordon de moire rouge sur le flanc. La République s'installe maladroitement et les ouvriers se tassent en silence dans les villes.
Mais tous ces événements, capables de fixer solidement les sentiments, les colères, les désirs simples et puissants d'un enfant de sa classe, se déroulent si loin d'Antoine que le dernier cercle amorti de leurs ondes vient s'éteindre au pied des montagnes de la séparation. Il saura, trop tard, que son père faisait partie de l'espèce humaine dont les derniers défenseurs tombent alors dans le quartier du Père-Lachaise. Jean-Pierre Bloyer n'en sait rien non plus. Aucune pensée de révolte n'effleure ce paysan déraciné que courbe sur sa tâche et sa misère le respect des puissants, l'ignorance, le sentiment d'un destin et d'une nécessité inébranlable. Marie Bloyer n'en sait rien non plus. Elle nettoie sa maison, elle cultive les carrés de légumes du jardin, elle fait des lessives, elle est endormie dans les prières, dans le bain de fatigue de ses journées et les lectures pieuses que lui apporte le pèlerin. Elle parle avec crainte des rouges, des républicains qui sont en guerre contre Dieu. Antoine n'a rien à faire qu'à apprendre le monde étroit qui est disposé autour de lui. Il arrive à l'âge de l'école, il y part le matin, il en rentre le soir. L'école est située dans un autre village et il fait 8 kilomètres par jour pour apprendre à lire et à réciter le catéchisme. Il marche sur les routes avec les garçons et les filles qui portent des cartables, des paniers. Ils apprennent ensemble la figure et le nom des plantes, la vie de la forêt, les habitudes des animaux. Ils grimpent aux arbres et en redescendent avec des nids dans leurs poches. Dans le fond d'eau des fossés fuient les têtards transparents. Les rainettes bondissent lourdement, les oiseaux sautillent et s'envolent, les bouches de vache bourdonnent sous les mouches. Parfois, ils découvrent au milieu de la route une taupe morte, avec ses pattes roses de fouisseuse, bruissante de vermine et bientôt desséchée. Une peau abandonnée par un serpent qui muait, qui a l'air d'un papier parchemin, d'une fabrication de l'homme. Ils capturent des hérissons qui font aboyer les chiens boueux des fermes, ils montent des pièges pour les oiseaux. Les écureuils sont insaisissables et les regardent entre les branches avec des yeux brillants comme des boutons. Un jour, ils trouvent une jeune chouette perdue, aveuglée par le grand jour, paralysée par le sommeil, et ils la portent chacun à leur tour sous leur chemise pour sentir contre leur peau cette chaleur étrange des oiseaux. L'été, ils cassent des branches pendantes de châtaigniers pour s'abriter du soleil et boivent dans le filet des fontaines. Dans les champs, les paysans répondent de loin à leurs cris, à leurs questions. Les jours de marché, des rouliers les emmènent au trot cahotant des chevaux parmi des sacs, des cageots où tombent à chaque tournant les poulets. L'école est une vieille maison sous des arbres. Au mur, des tableaux mystérieux représentent des paysages qui n'existent pas, des collections de plantes et d'animaux au pelage plus étincelant que dans la nature, des séries aux beaux reflets de poirons et de mesures en étain. Antoine commence à lire et à former des mots. Pontchâteau a plongé dans cette nuit des souvenirs de la première enfance que n'éclairent plus parfois que les grands feux des rêves. Dirinon s'éloigne à son tour par les longues avenues de la mémoire. Jean-Pierre Bloyer est à Pontivy, qui ne s'appelle plus Napoléonville. Les mois qui passent repoussent déjà les ombres de cette guerre franco-allemande qui a ému si faiblement ce coin du monde. Il ne reste de son passage que quelques prisonniers allemands oubliés, auxquels les enfants lancent des pommes à cidre par les fenêtres de la prison, en s'appliquant à viser juste entre deux barreaux. Antoine joue avec les enfants du commandant d'Alignac. Ce sont les parents de mademoiselle Zénaïde Fleuriot. Cette romancière à la morale révoltante écrit de longs récits pour les livres à reliure rouge et or, où cette bande d'enfants pourrait se reconnaître. Peut-être Antoine Bloyer lui sert-il de modèle pour tracer la figure d'un enfant pauvre, bien traité par les bons riches, ces riches dont les fils iront tous à l'école navale, à Saint-Cyr, comme il se doit. L'un d'eux, le plus vertueux, sera prêtre et mariera les gens de la famille, et il y aura de grands banquets émus. Mais les enfants du commandant qui ont 10 ans, 11 ans, n'ont pas encore tant d'idées derrière la tête.
Ils jouent bonnement avec un garçon de leur âge qui a de bons bras, qui sait courir et qui connaît mieux qu'eux les ressources de la campagne. Sans doute les parents d'Antoine ont-ils des obligations à cette riche famille. Marie Bloyer passe assez souvent par les communs de la maison pour faire les gros lavages. Mais Antoine n'est pas encore en âge de penser à ces choses et d'en tirer des soucis. Il n'est pas humilié, il ne sait pas faire de comparaison. Il joue. Il se bat avec ses compagnons mal surveillés par une bonne noire, ramenée des Antilles avec des souvenirs coloniaux. C'est une longue fille obscure qui rit, se roule dans l'herbe comme une chèvre, fait voir ses jambes maigres, sa poitrine épaisse et secoue ses cheveux de coton mal retenus par son madras jaune et rouge. Toute la bande gîte dans une grotte de la campagne où elle entasse des provisions cueillies dans les champs et des butins volés dans les maisons. Elle est plongée dans l'insouciance de l'enfance qui ne distingue pas les divisions du temps, l'addition mortelle des années et les pièges de la morale. Je répète cette phrase parce que, en quelques mots, il y a un condensé, je trouve, qui donne à penser. Je la répète. Donc il parle de la bande des jeunes enfants. Elle est plongée dans l'insouciance de l'enfance qui ne distingue pas les divisions du temps, l'addition mortelle des années et les pièges de la morale. Ils font partie de la nature. La nature est posée contre eux et compose avec leurs désirs et leurs jeux un monde où la veille ne se distingue pas du rêve. Les Dalignac possèdent des livres qui alimentent leur vie comme les arbres et la course. Antoine lit avec eux les romans de Fenimore Cooper. Au bord du Blavet courent les derniers des Mohicans. Le chasseur à la longue carabine et les chasseurs de chevelure. Les canifs de poche sont des Bowie knives. Les paysans qui passent, des avant-gardes de Navajos, sur le sentier de la guerre. Les ruisseaux sont le Rio Grande del Norte. La négresse Zoé est une reine indienne qu'il capture et renverse avec un plaisir dont il ne soupçonne pas la source. Dans le jeu de l'enlèvement, ces garçons qui ont fini, à force de laisser couler les années, les vacances, par avoir 13 ans, 14 ans, appuient leurs doigts sur les reins et les seins élastiques de la fille noire. Ils la saisissent aux jambes pour la faire tomber, et elle crie parce que leurs mains serrent ses chevilles couvertes de bas de laine. Ainsi parcourent-ils un univers qui n'a pas de contact avec celui de leurs parents. Ce beau moment des aventures arrive pour tous les enfants des pauvres et les enfants des riches. Tous les petits humains sont d'abord semblables, avant de laisser s'évanouir cette égalité naïve dans la lumière impitoyable des rencontres et des dressages mal accordés aux fantaisies de l'enfance. Celle-là aussi, je la répète. Tous les petits humains sont d'abord semblables, avant de laisser s'évanouir cette égalité naïve dans la lumière impitoyable des rencontres et des dressages mal accordés aux fantaisies de l'enfance. Entre 5 et 12 ans, tous les hommes sont faits pour s'entendre. Des enfants échappés à l'espionnage des grandes personnes se rencontrent. Les coups de foudre des camaraderies enfantines négligent toutes les barrières et jouent sans respect avec les idoles sinistres et les chaînes des familles. Beaucoup d'années plus tard, Antoine se rappellera la pauvreté de ses parents à cette époque-là. Il sera tourmenté par le souvenir de vieilles misères enfin comprises et des années où il était inscrit sur la liste des indigents de l'école primaire. Il parlera de ses souvenirs à son fils. Tout se retrouvera. Rien ne se perd finalement des contes qui sont établis dans le monde. Mais dans les prés des environs de Pontivy, tout est facile au jeu d'un enfant. Toute enfance fabrique aisément ses bonheurs. Plus aisément encore dans ce pays lointain qu'au milieu des allées ratissées des jardins publics où les enfants ne se mêlent pas, que le long des rues noyées de fumée des banlieues dévorantes où grandissent mal les fils d'ouvriers. Cependant,
les pommiers fleurissent et passent fleurs, le sarrasin monte en graines. À l'école, Antoine est le premier de sa division. L'instituteur parle de lui à l'adjoint au député. En faveur de ce fils bien doué d'ouvrier respectueux, de ce garçon anonyme au fond de sa province, des influences se nouent, des échanges de services sont rappelés. Antoine reçoit une bourse au collège, une bourse pour l'enseignement spécial, naturellement. Il y a des classes d'enseignement spécial à Pontivy. Il n'est pas question qu'on fasse apprendre le latin à Antoine, le grec moins encore. Les parents de mademoiselle Fleuriot font du latin, mais Antoine ne saura jamais réciter par cœur les 3 premiers vers de la première églogue de Virgile, les 2 premiers vers du premier chant de l'Odyssée. Il ne sera pas un homme bien. Il ne glissera pas dans sa conversation les gerbes empruntées à la flore latine de M. Larousse, ni les immortels du jardin des racines grecques. Des fils de fermiers, d'artisans, de petits fonctionnaires reçoivent l'enseignement spécial. Que ferait-il donc des humanités? Les belles volutes des arts libéraux ne sont pas réservées à leur front. Art des hommes libres? Les hommes libres sont ceux qui sont rentiers. Antoine, dans sa première année de collège, éprouve confusément qu'il ne disposera jamais des mêmes mots de passe et de ralliement que les fils de M. le commandant d'Alignac, officier et propriétaire. Mais il ne mesure pas encore la portée de ce savoir réservé. Et il conquiert en attendant, avec une grande avidité de boursier pauvre, le savoir particulier qu'on lui offre. Des forces dont les origines sont encore très éloignées de sa vie le poussent déjà vers des canaux bien tracés de la société. Il les ignore, il ne pense pas si loin. À la sortie du lycée, il court encore la campagne, il s'y perd à moitié volontairement, il tire des sonnettes et casse des carreaux, il revient tard sans coiffure et les genoux en sang, il est brutal et rouge avec des mouvements de chien, il se fait ses blessures de l'adolescence dont l'homme mûr retrouve encore la trace blanche et mince sur sa peau. Il se casse le nez, qui restera dévié et gonflé toute sa vie. Un autre jour, en jouant à la balle au chasseur, il se fend le front contre un arbre. Il reste couché avec la compagnie amère de la fièvre. Tout le monde croit qu'il va mourir d'une méningite, mais au bout de 2 jours, il est debout. Les hommes de sa race ne meurent pas facilement. Lorsqu'il rentre, hagard dans la nuit, tête nue, sa mère lui crie « Antoine, Antoine, où as-tu encore été drivé? Où as-tu perdu ta casquette? Je n'ai pas les moyens de te coiffer tous les 8 jours. » Et parfois son père, assis devant la cheminée, se lève, détache sa grosse ceinture de cuir noir et le bat sans rien dire, la boucle d'acier dans sa large main, en le fixant de ses yeux pâles. Antoine domine sans grand combat sa révolte, il connaît le prix de la liberté, il sait déjà que tout se paie, le repos par la peine, la liberté par les coups, l'amour par l'ennui et la vie par la mort.